Alors, ça va nous prendre un bon trois quarts d'heure, voire 50 minutes, je pense. Je vais essayer d'être synthétique. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas gagné. On va tout faire, hein. Et ensuite, on devrait avoir un petit moment pour aborder deux, trois jurisprudences et une ou deux infos nouvelles dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, puisque c'est ce que j'avais annoncé dans la vidéo teasing de cette matinée, mais j'étais un peu ambitieuse parce que je m'aperçois finalement, au regard et au détour des conversations et au regard des animations qu'on peut faire, que les congés payés pendant une maladie, ben, ça suscite pas mal de sujets. Bon, alors en effet, je pense que je n'aurai pas le temps de répondre à vos questions qui sont bien souvent un peu spécifiques. Alors c'est pour ça que j'ai essayé de faire un support, en tout cas une présentation qui aborde aussi la question parfois des dispositions conventionnelles. Bon, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Il y a des choses que vous savez, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, ça ne sert à rien. Avant cette loi d'adieu, alors je ne vais pas vous refaire l'histoire de la loi, hein, c'est bon, on le sait, le 13 septembre, la Cour de cassation nous a donné du grain à moudre avec des arrêts. Et depuis lors, il y a effectivement une introduction dans le droit français du droit européen pour se mettre en conformité avec des règles européennes qui nous demandent à ne pas faire de différence entre un salarié qui aurait été malade et un salarié qui n'aurait pas été malade sur l'année d'acquisition des congés en matière d'acquisition de congés. En tout cas, pour l'Europe, tout salarié doit avoir au moins 4 semaines de congés payés par an. Alors oui, je sais, en France, on en a 5 et on va bien voir justement la différence que ça emporte pour nous. Alors avant le 24 avril 2024, alors vous allez me dire, la loi c'est le 22. Oui, la loi c'est le 22, la publication JO le 23 et l'entrée en vigueur au lendemain du JO. Donc le 24 avril 2024, depuis, un salarié qui est malade, alors on va appeler la maladie non professionnelle la maladie simple, hein, ça sera plus simple. Donc un salarié qui est malade pour une maladie non professionnelle, auparavant on n'avait pas de jour de congé acquis. On va aborder les questions des cas dans lesquels il en avait malgré tout. Et aujourd'hui, depuis le 24 avril 2024, il va acquérir 2 jours ouvrables. Alors, si vous êtes un jour ouvré, il faut effectivement convertir et ça représente 1,67 jours ouvrés par mois de maladie. Alors, sachant que dans le webinaire ici, on ne va pas aborder, et c'est un choix certes arbitraire, et je sais que ça va en frustrer pas mal, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire déjà, sans aborder cette question de la règle des équivalences. La règle des équivalences, je la rappelle malgré tout, c'est qu'un salarié qui est absent, en principe, pour une absence non assimilée du travail effectif, n'acquiert pas de congé. Cependant, les règles du Code du travail nous amenant à considérer qu'un mois égale 4 semaines et le calendrier nous amenant à s'apercevoir que 12 mois, c'est 52 semaines et pas 12 fois 4, à savoir 48. Aujourd'hui, un salarié qui est absent, quelle que soit sa raison, absence non rémunérée, quel que soit le motif, absence maladie, voilà. Aujourd'hui et même déjà hier, un salarié qui est absent moins de 4 semaines sur l'année ou 4 semaines au plus ne perd pas de droit à congé puisqu'il lui suffit d'avoir 12 périodes de 4 semaines, c'est-à-dire 48 semaines de présence ou assimilées pour acquérir ses droits pleins. Donc, on va appeler ça 4 semaines joker. Et c'est ce qu'on appelle la règle des équivalences qui est revenue à la mode là ces derniers temps. Elle existait, hein, simplement aujourd'hui on en parle parce que dans la loi effectivement qui nous intéresse, on parle de un mois. On dit les malades un mois, mais oui, mais un mois c'est quoi? Est-ce que c'est 4 semaines? Est-ce que c'est un mois civil? Alors, volontairement, et je m'en excuse, hein, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans la règle des équivalences aujourd'hui. Donc, je vais faire abstraction de ça et pour tous les développements qu'on aura, on va considérer qu'un mois, c'est un mois civil. Et je suis désolée, hein, c'est un mois civil de maladie ou un mois civil de travail et on ne reviendra pas sur la question des équivalences, on pourra y revenir le cas échéant plus en détail quand on aurait plus de temps sur une formation par exemple. Bon, donc le salarié malade va acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois ou bien
1,67 jours ouvrés pardon, de congés payés par mois de maladie. On peut dire c'est bizarre parce que normalement il me semble que c'est 2,5. Oui, c'est vrai, en ouvrable, le salarié acquiert 30 jours par an, donc 30 jours divisé par 12 mois, ça représente bien 2 jours et demi. Eh bien, ça fait partie d'une des premières surprises de la loi. Le législateur a introduit en France un système qui se veut être conforme au droit européen. Dans l'Europe, le salarié sur une année doit avoir au moins 4 semaines, c'est-à-dire 24 jours ouvrables. Eh bien, lorsque le salarié sera malade, il aura 24 jours ouvrables sur une année totale de maladie. Donc 24 divisé par 12, c'est 2 jours ouvrables. Voilà pourquoi 2 jours. Ensuite, l'accident du travail. Comment c'était avant, comment c'est maintenant? Avant, vous le savez, le salarié, dans le régime légal, le salarié arrêté suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, se voyait déjà attribuer les congés payés normaux, je mets des guillemets, c'est-à-dire 2 jours et demi ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, mais au bout d'un an, ça s'arrêtait. C'est-à-dire que s'il avait un arrêt de travail ininterrompu d'un an, au lendemain de la première année, pof, les compteurs s'interrompaient. C'est plus le cas. Aujourd'hui, le salarié continuera à acquérir 2 jours et demi, et non pas 2. Hein. En maladie, c'est 2. En AT, ça reste 2 et demi. En revanche, il va acquérir ces jours-là pendant toute la durée de son absence, quelle que soit la durée de son absence, même si elle excède un an. Voilà le changement qui a été introduit. Alors, il acquiert quoi? Il acquiert quand? Rappelons quand même, parce qu'on en aura besoin, que les congés dans le régime légal s'acquièrent du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante. Vous pouvez, dans votre entreprise, avoir des périodes différentes. Nombreuses sont les entreprises qui ont des congés acquis du 1er janvier au 31 décembre. Ici, dans les développements, on va aborder la période légale classique, 1er juin, 31 mai dans nos exemples. Transposer, c'est pas difficile, transposer les exemples avec vos périodes à vous, si vous avez des périodes différentes qui ont été modifiées par accord collectif. Alors, justement, en parlant d'accord collectif, on le sait maintenant, j'évacue de suite le problème. Hein. On le sait, un salarié qui est en arrêt de travail pour maladie simple va acquérir 2 jours ouvrables de congé par mois. Et vous allez me dire, mais où? Chez moi, c'était déjà le cas. Oui, alors peut-être, mais attention quand même, c'est pas forcément toujours mieux. Je prends un exemple qui est toulousain, si j'ose dire, s'il en est. Je prends l'exemple de la convention collective de la métallurgie. Dans cette convention collective, il est désormais prévu, il était déjà prévu, mais la nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit que, en effet, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident vont acquérir, alors je parle non professionnel, hein, vont acquérir des congés payés pendant une certaine durée, pendant la durée de leur arrêt. Et là, on a 2 groupes de classification, hein, 2 groupes de salariés. La convention collective prévoit que pour le premier groupe, de A à E, dans la classification, il faut une condition d'ancienneté de 1 an pour avoir ce maintien de droit à congé payé lorsqu'il est malade. Donc, il n'a pas besoin de travailler pour acquérir des congés. Cependant, il faut qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté pour avoir des congés payés, et ça pendant une durée limitée. À partir du moment où il a 1 an d'ancienneté, il aura des droits à congés maintenus, c'est-à-dire 2 jours et demi ouvrables ou 2,08 ouvrés, mais pendant une durée. Ça ne va pas durer tout le long de l'arrêt maladie. Alors, vous voyez bien déjà ici la différence avec le régime légal. C'est ici, on a cette condition d'ancienneté, alors que le régime légal ne l'a jamais dit. Le régime légal, il n'a pas dit, il te faut 1 an d'ancienneté, 6 mois d'ancienneté. Le régime légal, il nous dit, le salarié malade acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'arrêt. Maladie simple. Bon, alors donc déjà, ça veut dire que même si vous avez une convention collective, vérifiez vos dispositions conventionnelles. Il se peut que la convention collective soit, pour le coup, moins favorable que la loi. Typiquement ici, si on a un salarié qui a 6 mois d'ancienneté et qui a un arrêt maladie simple, il va acquérir 2 jours ouvrables par mois d'arrêt de travail, 2 jours ouvrables de congés payés par mois, alors même que, au regard de la convention collective, il n'en aurait pas eu. Prenons un autre exemple, le salarié a plus d'1 an. Vous allez me dire, ah ben oui, mais là, la convention est plus favorable. Certes, elle est plus favorable. Prenons un exemple, un salarié qui a 4 ans d'ancienneté. Alors en effet, il va non pas acquérir 2 jours, mais 2,5 jours ouvrables, ou 2,08 jours ouvrés, mais
ça va pas durer tellement longtemps. Ça va durer 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois selon son ancienneté. Et c'est là où effectivement il y a une articulation avec la loi, c'est qu'au terme des droits conventionnels, le salarié va retomber, si j'ose dire, dans le régime légal s'il est encore en arrêt de travail, et il va passer à 2 jours ouvrables ou 1,67 jours ouvrés de congés payés par mois d'arrêt de travail. Et alors, ok, continuons sur cet exemple conventionnel. Les salariés du groupe FAI, ah ben eux, on nous dit, ben, il n'y a pas besoin d'ancienneté. Oui, alors c'est très bien. Donc ça veut dire que sans condition d'ancienneté, le régime conventionnel s'applique immédiatement. Le salarié va avoir 2 jours et demi de congés payés par mois d'arrêt de travail pour maladie simple, mais là c'est pareil, ça ne va pas durer très longtemps. En tout cas, ça va durer 1 an. Alors que la loi, elle, prévoit, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, 2 jours ouvrables. Et vous m'avez compris, j'ai fait un schéma. La première année, pour ces salariés, ça sera 2,5. À partir du premier jour de la deuxième année d'arrêt de travail, s'il est encore en arrêt de travail, ça sera 2 jours. On est dans le régime que vous connaissiez enfin, qu'on va connaître pour l'accident du travail, etc. Voilà. Donc, enfin, pas tout à fait. Pour l'accident du travail, c'est 2 jours et demi, hein, pardon, toute la durée de l'arrêt. Pour la maladie, voilà, vous avez un régime conventionnel pour les 12 premiers mois dans ces catégories de salariés et le régime légal qui prend le relais. Donc, on a une articulation. Faites attention à vos articulations loi-convention collective parce que la convention collective, c'est pas toujours plus favorable, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, je voulais évacuer d'ores et déjà le problème ici parce qu'on croit que nos conventions collectives sont plus favorables. Attention, attention. Alors, les nouvelles règles en matière de report. Et là, alors si vous n'avez pas bu le café, c'est le moment en fait d'en boire un. Je sais pas, prenez-le en intraveineuse, faites quelque chose parce que c'est là où ça se complique. Alors, les congés, en gros, pour faire simple, doivent être, une fois qu'ils sont acquis, doivent être pris. Il y a une obligation, il faut qu'ils se reposent, le salarié. En principe, je reprends les règles légales, et je sais que vos règles sont peut-être différentes. Dans la loi, vous avez une période d'acquisition qui court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Prenons l'exemple 1er juin 2023, 31 mai 2024. La période d'acquisition vient de s'achever et depuis le 1er mai 2024 et ça jusqu'au 30 avril 2025, on est sur la période de prise des congés qui ont été acquis sur la période d'acquisition sus-indiquée. Bon. Cette période de prise se découpe en période de congé principal, 1er mai, 31 octobre, et puis ce qu'on appelle la période de congé d'hiver, du 1er novembre au 30 avril. À la limite, on ne va pas s'embrouiller avec ça. On ne va pas se compliquer les choses. Simplement, ça veut dire que le salarié qui a acquis des congés, supposons 30 jours ouvrables sur une année d'acquisition, va devoir prendre ses congés entre le 1er mai de l'année de fin d'acquisition et le 30 avril de l'année suivante. Alors on lui laisse parfois un peu plus de temps, on lui laisse tout le mois de mai pour solder ses congés. Et ce qui se passe, c'est que les congés qui n'ont pas été pris, alors il faut que l'employeur fasse toute diligence pour que les congés soient pris, hein, mais les congés qui n'ont pas pu être pris, supposons au salarié il lui reste 2 jours, 3 jours, sont perdus. En principe, pas pris, perdus. Voilà, on l'entend souvent dire. Alors, je sais, chez vous, il se peut qu'ils soient reportés d'office ou il se peut que le salarié puisse les mettre dans un CET. Prenons le cas classique, de nouveau, hein, pardonnez-moi. En principe, les congés non pris sont perdus, sauf dans certains cas que je vous ai notés ici, dans des cas qui étaient déjà prévus par la loi, qui sont des cas dans lesquels le salarié qui n'a pas pu les prendre du fait de certaines absences, il n'était pas là. Il n'était pas là pour déjà une raison. Il risquait pas d'être en congé en même temps qu'il était en maternité. Il n'était pas là pour congé parental. Ben, il risquait pas de prendre des congés alors qu'il n'était pas là. Donc, dans ces cas-là, on a déjà des situations de report, c'est-à-dire les congés pas pris sont reportés. D'ailleurs, à ce propos, on n'a pas de délai de report. Alors, j'arrive à la maladie. La maladie n'était pas un cas dans lequel le salarié qui avait été absent pour cause de maladie et qui n'avait pas pu prendre ses congés pour cause de maladie se les voyait reporter. Eh bien, c'est chose faite. Depuis le 24 avril 2024, les congés qui n'ont pas pu être pris du fait de la maladie simple, ou accident du travail d'ailleurs, se voient reportés. Et ils sont reportés, et là par contre on nous donne la durée. Le salarié aura 15 mois pour les prendre.
15 mois, c'est une durée minimale qui pourra être augmentée par accord collectif de branche d'entreprise. C'est une durée minimale. Donc, ça veut dire que le salarié qui n'a pas pris ses congés, lorsqu'il réapparaît, il va avoir 15 mois pour les prendre. Alors, 15 mois à partir de quand? Alors, faisons simple d'abord et ensuite, on va voir que c'est parfois pas nécessairement simple. 15 mois à partir de quand? Alors, à partir de la date à laquelle l'employeur va l'informer. Alors, je reprends. Il y a une nouvelle obligation dans la loi qui impose à l'employeur, lors du retour du salarié, d'informer le salarié dans le mois qui suit la reprise du nombre de jours de congés dont il dispose et de la fameuse date de report de ces congés, c'est-à-dire du fameux calcul des 15 mois. Donc, j'ai fait un dessin. Supposons ici, on a un salarié qui a été en arrêt de travail du 1er février 2024 au 31 octobre 2024. Vous avez bien compris que pendant cette période entre février 2024 et... j'ai un bruit juste à côté de moi, pardon. J'essaie de faire cesser le bruit. Voilà, ça y est. La période d'arrêt de travail entre le 1er février et le 30 avril, 31 mai, a fait que le salarié n'a pas pu solder ses congés sur la période du fait de sa maladie. Ok, la période s'achève, les congés auraient dû être perdus. Eh bien non, ils sont reportés. Le salarié revient le 1er novembre, le 2. L'employeur a un mois pour l'informer de ce qui est écrit juste au-dessus, combien tu as de jours, jusqu'à quand tu auras pour les prendre. Je te le dis, et je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, par exemple le 12 novembre, tu auras 15 mois pour les prendre. Donc, imaginons qu'il lui reste 4 jours, 5 jours. Ces 4 jours, 5 jours qui lui restent, il aura 15 mois pour les prendre, c'est-à-dire jusqu'au 11 février 2026. Oui, vous m'avez bien comprise, entre ce salarié qui avait des congés qui auraient dû être pris, qui n'ont pas été pris et qui sont reportés au 11 février 2026 dans mon exemple. Et ce même salarié qui est en train d'acquérir des congés et dont la nouvelle période de prise s'achèvera au 30 avril 2026, ou même 30 avril 2024 pour les congés qui ont été acquis, eh bien, nous avons plusieurs périodes de prise pour ce salarié. 30 avril 2024 pour les congés qui ont été acquis et qui n'ont pas pu être pris, et là, reportés au 11 février 2026. 30 avril 2025 pour les congés en cours d'acquisition qui vont pouvoir être pris sur 24-25, enfin les congés acquis et qui vont pouvoir être, enfin, qui viennent d'être acquis et qui peuvent être pris entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025, et les congés en cours d'acquisition qui, eux, vont pouvoir être pris à partir du 1er mai 2025 jusqu'au 30 avril 2026. Oui, c'est ça. Donc, en fait, vous avez, à cause, si j'ose dire, de ces dispositions de report avec un délai de 15 mois qui court à compter du retour, on va faire simple, du retour du salarié dans l'entreprise, plusieurs dates qui peuvent être opposables au salarié en matière de points, de date de fin de prise de congé. Oui, ce n'est pas une vision de l'esprit. Vous aurez plusieurs dates de prise de congé pour vos salariés, donc, comme on dit, plusieurs compteurs. J'ai noté en dessous, évidemment, que ce report ne concerne pas les congés qui sont en cours d'être acquis, hein, ou en tout cas qui ont déjà été acquis et qui vont pouvoir être pris, je l'ai dit juste à l'oral, pardon. Hein. Bon. Pour essayer de faire simple, vous savez, en ligne, vous trouvez le code du travail numérique qui est plutôt bien. Et même eux, ils ont essayé de faire des schémas. Alors justement, je vais vous montrer leur schéma. C'est la période bleue dont on vient de parler. On vient de parler de la période bleue. Le salarié avait acquis des congés. Il avait acquis des congés, 23-24. Il aurait dû les prendre entre 23... il aurait dû les prendre entre... Enfin, les congés payés, il les a acquis, mais c'est assez mal écrit. Les congés payés qu'il a acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. Il aurait dû les prendre entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025. Paf! Patatras, qui tombe malade en décembre 2024. Il ne revient qu'en mai 2025. Et bien sûr, il n'a pas pu les solder. C'est à la date de retour que l'employeur va lui dire « Voilà combien il t'en reste, voilà jusqu'à quand tu vas pouvoir les prendre. » Et le point de départ du délai de report de 15 mois court, alors même qu'il revient, à compter, on va dire, du mois de mai 2025, et ça pendant 15 mois. Pendant ce temps-là, la période verte, il a acquis,
il pourra prendre, et vous voyez que la date de fin de prise n'est évidemment pas la même que celle qui concerne les congés antérieurs. Voilà. Autre cas, vous avez un salarié qui a été en arrêt de travail euh, plus d'un an. Plus d'un an. Je vais mettre le titre. Ce qu'on vient de voir, c'était le principe. Là, on est sur une exception. Vous avez un arrêt de travail de plus d'un an. En effet, le salarié est arrêté du 1er février 2024 au 31 décembre 2025 et il se trouve que toute la période d'acquisition est couverte par son arrêt de travail. Oui, 1er février 2024, c'est une période d'acquisition, ok. Par contre, 1er février 2024, 31 mai 2024, pardon, période d'acquisition, on n'en parle pas. Celle dont on parle, c'est 1er juin 2024, 31 mai 2025. Là, paf, 12 mois d'arrêt maladie. Hein, donc, il est déjà arrêté avant, il ne revient pas après, et là, il a 12 mois, donc période totale d'acquisition couverte par un arrêt de travail. Alors, que se passe-t-il? Le point de départ de délai de report ne courra pas à son retour. Exception. Pourquoi? Parce que lorsque le salarié est malade toute la période d'acquisition, le point de départ de délai de report court automatiquement à la fin de la période d'acquisition. Ici, dans notre exemple, donc au 31 mai 2025, c'est-à-dire au 1er juin 2025 au matin, paf, 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 les 15 mois commencent à courir. Les 15 mois courent. Et là, deux situations. La première qu'on a ici, le salarié réapparaît dans ce délai de 15 mois. Alors, il réapparaît dans le délai de 15 mois. La question à se poser, c'est combien de délais sur ces 15 mois ont déjà été utilisés, épuisés? Comme vous, comme moi. Donc, on avait 15 mois depuis le 1er juin 2025. On aurait dû avoir jusqu'au 31 août 2026. Eh bien, ici, qu'est-ce qui va se passer? On va informer le salarié à son retour que son délai de report a déjà démarré, mais qu'il lui en reste quand même. Et à la date à laquelle on l'informe, on lui dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, il te reste, alors dans mon exemple, puisqu'il réapparaît le 1er janvier 2026, on l'informe, par exemple le 15 janvier 2026, qu'il lui reste 8 mois à compter du 15 janvier 2026, donc vous avez compris jusqu'au 15 août 2026 sans doute, il lui reste 8 mois pour prendre ses congés. Donc attention, le point de départ du délai de report ne court pas uniquement à la date, c'est pas 15 mois à compter de la date à laquelle on l'informe, c'est 15 mois depuis le 1er juin, lorsque le salarié a été en arrêt de travail toute la période d'acquisition, et ce délai de 15 mois ne sera plus de 15 mois, il sera plus court. On va le diminuer du délai qui s'est déjà écoulé. Autre situation, ça c'était le salarié qui réapparaît. Imaginons, alors vous avez le dessin, je passe, hein, vous avez le dessin sur le site Code du travail numérique. Hein. Autre situation, le salarié ne revient pas dans ce délai de 15 mois. Et là, vous vous retrouvez à avoir un salarié qui a un délai de report qui a couru sans qu'il ait été au courant. Vous ne l'avez pas informé. Ce délai de report de 15 mois a couru. S'il n'est pas revenu au terme de ce délai de report de 15 mois, les congés payés qu'il a acquis pendant toute la période d'arrêt maladie qui a couvert une période totale d'acquisition sont perdus. Voilà. Ça, c'était la bonne ou mauvaise nouvelle du jour selon... voilà. Donc, ces congés-là, si le salarié, dans les 15 mois qui ont suivi la fin de période d'acquisition pour un arrêt de travail de plus d'un an, si ce salarié-là ne revient pas dans les 15 mois, les congés payés qui auraient dû être pris sur ces 15 mois-là sont perdus parce que le délai de report est échu. Voilà. Et vous retrouvez évidemment dans le Code du travail numérique un exemple avec une ligne du temps sur cette histoire-là de délai de report perdu. Alors, je vous la montre quand même. Hein. C'est, si vous voulez, la période que vous avez ici, congés payés acquis 24-25. Il les a acquis. Il aurait dû les prendre ici, là, sur la période verte. Il n'est toujours pas là. Le délai de report court à compter du 1er juin 2025. Vous le voyez, le délai de report, il est rouge sur ma diapo. Je ne sais pas si on voit ma souris, c'est là. Toc, 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 toc. Ça court. Et à la date à laquelle le délai de report s'achève, le salarié n'étant toujours pas là, paf, perdu. On le voit bien là, ici. Après, il n'y a plus rien. Ces congés en question, il ne les a plus dans ses compteurs. Alors même qu'il a encore les congés qu'il avait acquis avant et qui, eux, ont été reportés à la date de retour, alors même qu'il va retrouver les congés qu'il a acquis et dont la période de prise vient de s'ouvrir, eux vont pouvoir être pris. En revanche, les congés
qui ont été acquis pendant son arrêt maladie de plus d'1 an et pour lequel le retour n'a pas été fait dans les 15 mois qui ont suivi cet arrêt, paf, perdu. Ce que j'appelle la purge. Voilà. Donc, ensuite, revenons-en, parce qu'on s'égare, mais au bout d'un moment, on est en paye. Et oui, on est en paye. Voilà. Donc, il va falloir indemniser ces congés. Comment vous allez les indemniser? Vous avez sans doute vu passer une histoire de 80%. Alors, effectivement, 2 jours de congé au lieu de 2,5, c'est 80% de 2,5. 1,67 jours de congé, ouvrez, au lieu de 2,08, c'est 80% de 2,08. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, les congés payés sont valorisés, c'est-à-dire qu'un salarié qui est en congé, il n'est pas payé parce qu'il a travaillé, il est indemnisé parce qu'il n'a pas travaillé. Donc il est d'abord absent, je suis absent, on m'enlève du salaire, mais on va m'indemniser pour compenser la perte de salaire. On va me verser une indemnité qui correspond à combien vaut un jour de congé. C'est pas combien vaut un jour de salaire, hein. C'est combien vaut un jour de congé. Et là, le législateur nous dit, et nous disait déjà, il nous disait, les congés valent soit le salaire que tu as au moment où on te les paie, donc c'est ce qu'on appelle le maintien de salaire, hein, soit le salaire que tu as perçu au moment où ces congés ont été acquis. En gros, c'est un peu comme quand si le salarié, lorsqu'il cagnotte des congés, lorsqu'il acquiert des congés, c'est un peu comme s'il les cagnotait et que chaque congé qu'il acquiert prend une valeur. Cette deuxième formule, c'est la fameuse règle qu'on connaît tous, qui est la règle du 10e, qui consiste à dire, tu as acquis tes congés entre le 1er juin et le 31 mai, on va faire la somme de tes salaires du 1er juin au 31 mai, et 10% de ces salaires-là, donc 10% de 52 semaines de salaire, hein, avec les primes inhérentes au travail, on va en reparler, ces salaires-là, fois 10%, ramenés au nombre de jours que ça représente que tu as acquis, ben ça va te dire, ben voilà, ton congé, il vaut tant. Bon, on va reprendre un exemple, pas d'affolement. Donc, sauf que, quand la formule, elle marche bien, quand c'est 2 jours et demi. Mais quand c'est 2 jours, il va falloir transposer quelque chose. Et oui, parce que, donc déjà, les salaires, il faut voir que si le salarié a été malade pendant cette année-là, il va falloir rétablir les salaires. C'est-à-dire que lorsqu'on est, il y a plusieurs situations. Là, ici, deuxième alinéa, enfin, au deuxième paragraphe, pardon, à force de voir des alinéas partout, j'en rêve. Deuxième paragraphe, quand l'absence n'est pas assimilée à du travail effectif, c'est-à-dire que j'ai été absent, je sais pas, 2 mois de congé sabbatique, j'ai pas acquis de congé. Enfin, en tout cas, pas encore dans le droit français. Ces absences-là, pas de congé, pas de salaire. Et oui, parce qu'on ne va pas donner une valeur à des jours de congé qui n'existent pas. Donc, le salaire n'est pas rétabli. En revanche, premier paragraphe, quand l'absence permet d'acquérir des congés, il va bien falloir leur donner une valeur. Oui, mais bon, il n'était pas là. Ah, zut, il n'a pas eu de salaire. Bon, ben, on va le rétablir. Effectivement, quand le salarié a acquis des congés sur une période, soit parce qu'il a travaillé, ici, dans cet exemple, soit parce que c'est une période assimilée à du travail, alors on va reconstituer le salaire qui correspondrait à cette période-là. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas payée, je perds du salaire parce que je suis en maternité. Et on me dit, oui, mais en maternité, tu as quand même des congés. Oui, mais ce n'est pas le tout de me dire que j'ai des congés, il va bien falloir leur donner une valeur. Donc, on va rétablir le salaire de référence pour la période de maternité parce qu'en face, je vais avoir des congés. Et donc, pour avoir une valeur à ces congés-là, je fais ce qu'on appelle le salaire rétabli. Et là, j'arrive à mon troisième paragraphe. Quand on est en maladie simple, on me dit, tu as 2 jours au lieu de 2,5. Oui, bah alors j'ai 80% du nombre de jours de congés que j'aurais eu si j'avais acquis des congés normalement. Eh bien, on va rétablir le salaire, mais on ne va prendre que 80% du salaire. Oui, en fait, pour ceux qui me connaissent, souvent je le dis, on compare des carottes et des carottes. Si on n'a que 2 jours de congé au lieu de 2,5, on prend que 80% du salaire au lieu de 100% rétabli. Voilà. Donc, la rémunération fictive que vous allez prendre pour les périodes où le salarié a acquis des congés alors même qu'il était en maladie, c'est pas le salaire rétabli tout simple, c'est 80% du salaire rétabli. Alors, j'ai pris un exemple. On a un salarié qui prend des congés en juillet 2025, alors même que lorsqu'il les a acquis, il a été en arrêt maladie du 1er mars 24 au 26 janvier 25. Donc, sur la période d'acquisition qui courait du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, ce salarié a été en arrêt maladie.
Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai tout mis en vrac, pardon. Vous avez un salarié qui entre, pardon, juin 23 et février 24, juin 23 et mai 24, excusez-moi. Vous avez ce salarié qui, entre juin 23 et février 24, a travaillé. Donc, il a eu du salaire. Et d'ailleurs, il a tellement eu du salaire qu'il avait même un 13e mois. Salaire qui ne correspond pas à du travail, on va le voir un peu plus loin. À partir du mois de mars 2024, on nous dit qu'il est malade. Et donc, sur la période d'acquisition, il est malade mars, avril, mai. Donc, évidemment, quand il est malade, il a peut-être un maintien de salaire. D'ailleurs, chez vous, apparemment, c'est le cas. 2000 euros de maintien de salaire, mais il y a quand même les indemnités journalières qui viennent en diminution du salaire brut. Oui, parce que vous n'êtes pas les seuls à payer. Il y a la sécurité sociale qui paye. Donc, vous avez 1014 euros de salaire perçus sur les périodes où le salarié a été en arrêt maladie. Donc, les salaires de référence réels, les voilà. Non, mais nous, on va rétablir. On dit que sur la période de mars, avril, mai, il a acquis 2 jours de congé au lieu de 2,5. Donc, on va faire 80% des salaires rétablis pour cette période-là. Quant au salaire du mois de juin à février 2024, juste une remarque, j'en profite. Le 13e mois, en principe, ne rentre pas dans l'assiette du 10e parce que ça ne correspond pas à du salaire qui correspond à du travail du salarié. Donc voilà un exemple, alors je fais vite et pardonnez-moi, hein, mais un exemple qui nous amène à dire, ben voilà, les salaires rétablis en cas de période sur lesquelles il y a eu de la maladie doivent être rétablis seulement à 80% pour ces fameuses périodes sur lesquelles il y a eu de la maladie, parce que le nombre de jours n'est pas de 100%, c'est-à-dire 2,5, mais de 80%, c'est-à-dire 2 au lieu de 2,5. Voilà, et là, après, vous faites votre popote de assiette du 10e divisé par le nombre de jours acquis, ça vous donne la valeur d'un jour, et etc., etc. On constate ici que le 10e est encore une fois plus favorable. Donc pourquoi 29 jours au dénominateur? C'est parce que c'est le nombre de jours de congé acquis sur l'année entre les périodes de travail et les périodes de congé, de maladie, pardon. Et pourquoi 26 dans l'indemnité au maintien? C'est parce qu'en fait, on donne la valeur à un jour de salaire. Combien vaut un jour de salaire? Combien vaut un jour de congé au moment où ces congés vont être payés? Le salarié a un salaire de 2000 euros brut. Sur un mois, on sait que le nombre de jours moyen en ouvrable, c'est 26. Un jour ouvrable de salaire sur le moment où je vais lui payer ses congés, c'est-à-dire en juillet, c'est 2000 euros divisé par 26, donc 76,92 euros. Bon. J'en finis presque. On a ça, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais ce n'est que ce qui se passe depuis avril 2024. Or, les droits des salariés ont été enfin, le salarié, la loi, c'est assez rare, hein, cette loi, elle est rétroactive. Rétroactive depuis décembre 2009. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis décembre 2009, tous les salariés qui ont été en arrêt maladie simple peuvent réclamer, alors on va voir qui, quoi, comment, hein, tous les arrêts maladie simples depuis décembre 2009 auraient dû donner 2 jours ouvrables de congé ou 1,67 jours ouvrés de congé aux salariés par mois d'arrêt de travail. La loi nous précise, attention, et ça ne porte que sur le passé, ce n'est pas vrai pour aujourd'hui, hein. Sur les années entre 2009 et le 24 avril 2024, hein, le salarié qui a été malade sur des périodes qui, à ce titre, a perdu, ou en tout cas n'a pas acquis de droit à congé, alors même qu'il aurait dû en acquérir au regard de la rétroactivité de la loi, doit se voir rétabli dans ses droits. Mais, si le nombre de jours qu'il a déjà acquis sur chaque période de référence, 1er juin, 31 mai, est déjà de 24, vous oubliez. Il n'y a pas besoin de régule. Parce qu'en fait, il y a un plafonnement par le législateur à 24 jours ouvrables maximum acquis sur des périodes antérieures, même si le salarié a été malade, a été au travail, etc. Donc, ça vous en enlève pas mal, hein, de salariés qui sont concernés. Exemple, j'ai eu un salarié qui a été malade en 2013. Il a travaillé pendant 7 mois, par exemple. Il a donc acquis au titre de ses mois de travail 7 mois fois 2 jours et demi. Donc, je vais prendre une calculatrice, hein, en même temps que vous. Donc, j'ai 7 mois de travail fois 2 jours et demi ouvrables, 17 jours et demi acquis. Et au titre de la maladie, supposons que chez moi on ne faisait rien, il n'avait rien. Alors déjà, le premier mois, juste pour info, hein, c'est cadeau. Vous vous rappelez, hein? Bon, enfin bref, il avait donc 2 jours et demi sur 5 mois d'arrêt maladie, il y avait un mois cadeau, hein. C'est les règles d'équivalence.
Bon, donc il avait quand même d'abord eu 2 jours et demi au titre de ce premier mois. Arrivent les 4 mois de maladie. Il n'avait rien, il vous dit, ah ah, j'ai droit à 8 jours. 4 mois fois 2. Oui, alors en effet, il en a déjà acquis 20, donc 17,5 plus les 2,5 cadeaux, là, on va dire. Et il vous dit, il m'en faut 8. Non, mais 20 plus 8, ça fait 28. Eh bien non, vous lui en devez 4 jours. Au titre des rappels sur des périodes antérieures, il y a un plafonnement à 24 jours qui fait que, je sais que les salariés ont acquis des jours, mais vu qu'il y a un plafonnement, ce ne sera pas, dans mon exemple, la totalité des jours de maladie qui vont lui être restitués. Ça, c'est le premier effet rétroactivité sur le nombre de jours acquis en cas de maladie simple. Deuxième chose, les périodes de 15 mois de report auraient dû être applicables. Oui, alors bon, sauf que d'abord, il n'avait pas les jours, et ensuite, on ne savait pas qu'il fallait le lui dire. MDR, LOL, comment faire? Puisque les périodes de report de 15 mois sont applicables rétroactivement, ça veut dire que les jours qui auraient été acquis sur ces périodes antérieures-là, on aurait dû le lui dire. Et si on ne le lui a pas dit, alors? C'est à partir de maintenant que le point de départ de délai de report de 15 mois court. À partir de quand? À partir du moment où il va vous demander les droits. Donc, vous allez avoir des points de départ de délai de report de 15 mois qui vont courir à partir de la demande du salarié sur des droits rétablis, sur des périodes qui datent d'il y a 10 ans. Oui. Et vous devez à ce moment-là lui dire, en effet, je suis d'accord, tu avais acquis, dans mon exemple, 4 jours, tu as 15 mois pour les prendre. Ça, c'est pour le cas du salarié qui est encore chez vous. Et ce salarié-là, il a combien de temps pour vous demander tout ça? Il a un délai de forclusion. Il a 2 ans pour agir. C'est un délai au-delà duquel ce sera forclos. C'est pour ça qu'on dit c'est forclusion. C'est-à-dire, au-delà de 2 ans, la demande est forclose. Donc, en fait, vous avez 2 ans pour agir. En fait, les salariés ont 2 ans pour agir. C'est-à-dire qu'à partir du 24 avril 2026, eh bien, si vous voulez, on peut prendre des congés nous-mêmes. Voilà, donc ça c'est pour les salariés en poste. Pour les salariés qui ont quitté l'entreprise, il y a quand même un petit problème juridique, mais bon, on va dire ce que le gouvernement a dit et ce qui a été prévu, en tout cas par la loi. Ils ont un délai, vous le savez, à partir du moment où le salarié a quitté l'entreprise, il a 3 ans pour agir. On laisse le délai de prescription classique à compter de là. Et donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le salarié a su, 24 avril 2024, qu'il aurait dû avoir des nouveaux droits, il va avoir l'information et il va se dire, ben moi j'agis. Oui, sauf que toi, tu es parti il y a 10 ans. Ah ouais, et alors? Et oui, mais alors, tu es parti il y a plus de 3 ans. Donc, tu ne peux plus agir parce que ça fait plus de 3 ans que tu es parti. Ah ben mince alors. Donc, ça veut dire que les seuls salariés, attention, c'est contestable, hein, juridiquement, mais les seuls salariés qui peuvent agir pour réclamer des droits alors même qu'ils ont quitté votre entreprise sont des salariés qui sont partis et finalement, il y a moins de 3 ans à compter de la sortie de la loi. Donc, en gros, avril 2021. Tous les autres, c'est raté. Ils ont plus. Alors, ils peuvent tenter, il y a de fortes chances qu'ils gagnent, mais pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas refaire le droit, hein. Moi, je ne suis pas à la Cour de cassation ni le gouvernement, mais voilà, ils peuvent tenter, mais il y a de fortes chances qu'ils gagnent. Pour l'instant, en tout cas, on nous dit qu'ils ont 3 ans et que le délai de prescription est passé. Voilà. Plus vite, plus haut, plus fort. J'ai manqué à tous mes devoirs. Plus vite parce qu'effectivement, ils ont été quand même extrêmement rapides dans la transposition du droit européen. Alors, rapide, pardon, ça faisait plus de 10 ans qu'ils auraient dû le faire, mais sur le coup, après, à partir du 13 septembre 2023, ils ont été très rapides dans la transposition. Et effectivement, j'en profite maintenant pour aborder la deuxième partie du slogan de la devise des JO. Plus haut, bah oui, la Cour de cassation. La Cour de cassation, la plus haute juridiction. Et effectivement, on va faire une revue de jurisprudence. Alors, rapide, hein, j'en ai choisi 3. Pour ceux qui suivent les potins de la paye, vous êtes déjà au courant de ces jurisprudences. Alors, notamment les 2 premières, la 3e non. Alors, je sais pas. Je pense que la prochaine étape, c'est le concours de l'Eurovision. Sincèrement, là, je sais plus où c'est qu'on peut, on peut être pour les potins de la paye. Oui, il y a une vraie différence entre la photo et ce que vous avez en vrai, hein. Vous voyez, on est prêt pour le concours de l'Eurovision. Donc, on était déjà sur Spotify, on était sur YouTube,
On est aujourd'hui sur YouTube Music. Je ne savais même pas que ça existait. Amazon Music, ça non plus. Deezer, souvent on nous le réclamait. On disait oui, moi j'ai Deezer, j'ai pas Spotify. Ben voilà, ça y est, on y est. Les Podcasts de la paye, c'est toutes les 2 semaines. Vous avez une actu de 3 minutes environ par votre serviteur qui vous raconte, alors c'est pas forcément de jurisprudence, ça l'est souvent, mais une actu un peu qu'on essaie d'être brûlante. Voilà, en tout cas, une actu qui se veut une actu de la paye. Mais la paye, c'est du droit, souvent. Donc voilà, sachez que vous pouvez nous retrouver effectivement sur toutes ces plateformes. Vous n'êtes pas pardonnable, hein. Alors, première jurisprudence que j'ai choisie parmi les morceaux choisis. Si vous avez un CSE, il y a souvent des activités sociales et culturelles qui sont proposées et il n'est pas rare, hein, qu'elles soient conditionnées à une ancienneté. Le salarié qui vient d'arriver n'y a pas droit. Il faut qu'il ait une certaine ancienneté. Alors, cette ancienneté, l'URSSAF nous dit dans le guide du CSE qu'elle peut aller jusqu'à 6 mois. Ce n'est pas une obligation, hein. Vous pouvez tout à fait, le CSE peut tout à fait prévoir que les œuvres sociales, les activités sociales et culturelles soient accessibles et que tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, en bénéficient. Mais si on prévoit une ancienneté, dans le guide de l'URSSAF, c'est 6 mois maxi. Alors justement, qui sont ceux qui auraient pu se prononcer? Le Code du travail. Alors lui, il dit rien. Donc, ouais, on est tranquille sur cet aspect-là. Le ministère du Travail nous dit non, 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 mais quelle idée, enfin, il n'y a pas d'histoire, on n'a pas à mettre une condition d'ancienneté. Et pourtant, donc, l'URSSAF, dans son guide pratique que vous avez encore en ligne, qui a été mis en ligne le 17 avril et qui est encore en ligne aujourd'hui, nous dit, si, une ancienneté de 6 mois possible, maximum. Arrêt de la Cour de cassation. En fait, le CSE a modifié son règlement intérieur, ici. Euh, le CSE modifie son règlement intérieur et met en place une condition d'ancienneté de 6 mois. Il doit avoir moins de budget, je ne sais pas. Le syndicat conteste, il demande l'annulation de la clause du règlement intérieur. Il dit que c'est complètement illégitime. Il a été débouté en appel, il va en cassation. Et là, il a bien fait finalement le syndicat parce que la Cour de cassation nous dit que l'ouverture du droit à l'ensemble des salariés et d'ailleurs des stagiaires hein, à bénéficier des activités sociales et culturelles ne peut pas être subordonnée à une quelconque condition d'ancienneté. Donc en fait, tous les salariés devraient y avoir droit. La clause du règlement intérieur nouvelle, pas bonne, effectivement. Et donc, pourquoi on en parle? Il est recommandé donc au CSE de revoir les règlements intérieurs pour supprimer la condition d'ancienneté pour être en conformité par rapport à la Cour de cassation. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle juste que le président du CSE, c'est l'employeur et que finalement, lorsqu'il y a un problème vis-à-vis de l'URSSAF au niveau des sommes offertes, si j'ose dire, par le CSE, c'est quand même l'employeur qui subit le redressement. Alors, à l'égard de l'URSSAF, pour l'instant, on n'a pas de transposition dans le bulletin officiel de la sécurité sociale de cette suppression d'ancienneté. Souvent, on va le voir après, l'URSSAF s'aligne aux décisions de la Cour de cassation. Donc, pour l'instant, l'URSSAF semble tolérer une condition d'ancienneté de 6 mois. La Cour de cassation nous dit, ben, pas du tout. Donc, vous avez encore peut-être un peu de temps pour modifier ou faire modifier les règlements intérieurs de vos CSE. Sachez-le. Gardez-le derrière la tête. Pour l'instant, au niveau du guide de l'URSSAF, la condition est encore valable. Voilà. Donc, ça, c'est un des derniers, je crois, potins de la paye. Je me demande même si ce n'est pas le dernier. Alors, la paye, c'est du droit. Non, mais j'insiste, mais vraiment, de plus en plus, en tout cas, ça se voit de plus en plus. Ici, on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui, c'est suite à une demande d'une salariée qui a vu l'articulation de son salaire brut sur le bulletin modifiée alors même que le montant du salaire et le nombre d'heures n'a pas changé. À partir de septembre 2014, oui, 10 ans après, mais c'est normal, c'est le délai de cassation. À partir de septembre 2014, elle a un salaire qui apparaît ainsi. Salaire de base, un certain nombre d'heures, 123,80, taux horaire 15 euros. Alors, ce n'est pas 15 euros, hein, c'est une hypothèse. Hein. 15 euros et ça fait un salaire de base. Pauses rémunérées, vous savez, les pauses peuvent être rémunérées, c'est pas pour autant qu'elles sont incluses dans le temps de travail effectif. Elles peuvent être rémunérées, elles peuvent être d'ailleurs rémunérées au taux du salaire ou pas. Enfin, bon, voilà. Elles peuvent d'ailleurs, à ce propos, ne pas être rémunérées. Bon, on ne va pas refaire un cours de paye ici, enfin une formation en paye là, c'est pas le sujet. Ici, on a une salariée qui donc
à un horaire de 130 heures, qui s'articule de la manière suivante. 123,80 € en nombre d'heures de travail effectif à 15 € de l'heure, 6,20 € en heures de pause rémunérées à 15 € de l'heure, un salaire brut de 1 950 € pour 130 heures. C'était déjà le cas avant septembre 2014. Elle avait 130 heures payées à 15 € de l'heure et on avait donc le même salaire. Et pourtant, elle dit, on m'a modifié unilatéralement la durée contractuelle de travail. On ne m'a même pas demandé mon avis. Or, c'est un élément du contrat de travail, et comme c'est un élément du contrat de travail, il ne peut pas être modifié sans mon accord. La cour d'appel la déboute, je passe, en lui disant de toute façon tu gagnes pareil, et puis tu as le même nombre d'heures. Et la cour de cassation donne effectivement raison à la salariée en lui disant que, en effet, la durée contractuelle de travail, base de calcul du salaire, ok, c'est un élément du contrat de travail, la paye, c'est du droit, et que cet élément du contrat de travail ne peut pas être modifié sans l'accord du salarié, et qu'ici, l'employeur n'a pas obtenu l'accord du salarié, il aurait dû lui demander son accord pour modifier le contrat de travail, pour modifier finalement nous ce qu'on croit être seulement le bulletin, eh bien non. Modifier le bulletin peut parfois emporter modification du contrat de travail. Ce n'est pas parce qu'elle a accepté le bulletin en septembre 2014 d'ailleurs que ça vaut acceptation, hein. Il faut une acceptation express, hein, et il aurait fallu une proposition de la part de l'employeur d'une modification d'un élément du contrat de travail. Voilà, voilà, voilà. Tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé des congés. Ah. Donc je suis allée gratter une autre jurisprudence parce que je me dis les congés ça nous manque un peu. Alors vous allez voir, c'est pas une histoire de maladie, de congés payés. C'est une histoire de période de prise. On a parlé de la prise des congés, on a dit oui, les congés se prennent entre le 1er juin et le 30, enfin, entre le 1er mai et le 30 avril, etc., etc. À l'intérieur de cette période annuelle de prise, il y a une période de congé principale. Et cette période de congé principale, l'employeur doit les fixer, les périodes de prise. Il doit dire, indépendamment des dates du pont et du rang, il doit dire, chez nous, les périodes de prise, c'est telle date, telle date. Et parfois, attention, c'est l'accord collectif de branche qui le fixe. Ici, par exemple, dans cette affaire, Syntec, à l'époque, prévoyait que les congés pouvaient être imposés aux salariés pour fermeture de l'entreprise dans une période qui allait du 1er mai au 31 octobre. Donc en fait, on pouvait dire aux salariés, ben, t'es en congé de force, si j'ose dire, parce que de toute façon, nous, on est fermé, et la période de prise de congé principal, ça sera donc 1er mai, 31 octobre. Dans cette période-là, on ferme par exemple tout le mois d'août. Voilà. L'employeur a dit, ben, dans cette affaire-là, nous, on ferme, mais c'est à Noël. Bon, voilà. Très bien. Donc pour 2019 et 2020, ils ont fermé pour Noël. Mais les salariés ont dit, mais non, en fait, ça marche pas, parce que Noël, c'est pas août. Donc en fait, si vous voulez, il y avait une modification par l'employeur, un non-respect, si j'ose dire, des périodes fixées par accord qui prévoyaient la période de prise de congé et la fortiori de fermeture de l'entreprise. Qu'est-ce qu'a décidé la Cour de cassation? Elle a dit qu'en effet, ici, elle a interprété très strictement, elle a fait une lecture très stricte de l'accord. Elle a dit que l'employeur ne pouvait pas fermer l'entreprise en dehors d'une autre période que celle qui était prévue par accord. S'il avait voulu le faire, il aurait fallu que lui-même fasse un accord en disant chez nous c'est Noël. Et donc elle interprète à la lettre les dispositions de la convention collective. Et si l'employeur aurait pu imposer la fermeture de l'entreprise, donc les congés payés aux salariés entre le mois de mai et le mois d'octobre, mais certainement pas à Noël, sauf à refaire un accord d'entreprise. Voilà, voilà, voilà. Bon. Voilà, c'est assez rare que les conventions collectives prévoient de telles dispositions. D'ailleurs, Syntec n'indique plus la date aujourd'hui. Il cite juste que l'entreprise peut fermer et on n'a plus les dates, hein. Mais bon, en cas, voilà. Et pour finir, mais presque, on va respecter le timing, c'est un miracle. Je vous avais dit qu'on parlerait un peu du bulletin officiel de la Sécu, alors surtout une disposition du bulletin officiel de la Sécu, parce que pour ceux qui suivent les web actus, ou d'ailleurs même les potins de la paye, ça vous avait pas échappé que la Cour de cassation, en juin 2023, avait permis à un salarié de se dispenser de la complémentaire santé, de la garantie frais de santé dans l'entreprise à laquelle il appartenait, au motif qu'il était couvert à titre d'ayant droit par un régime collectif
qui n'était pas un régime qui couvrait obligatoirement les ayants droit. Et la Cour de cassation avait dit ouais, ouais, c'est bon. Mais sauf que l'URSSAF disait non, non, c'est pas bon. Et donc, en fait, on avait un vide un peu juridique hein, par rapport à nos accords, nous, où on disait ben, chez nous, la complémentaire santé, tu arrives chez nous, ben, tu dois la prendre. Le salarié qui vous disait non, non, mais je suis déjà couvert. Et quand on lui demandait pourquoi, il nous disait ben, parce que je suis ayant droit. Et si on demandait l'attestation d'ayant droit, on s'apercevait que ce n'était pas forcément un régime famille. On va appeler ça comme ça. Ouais, eh bien, ça y est, c'est bon, on est tranquille. Voilà. Le bulletin officiel de la sécurité sociale a été mis à jour en mai 2024 et s'aligne à la position de la Cour de cassation. Il nous dit que les salariés couverts en tant qu'ayant droit hein, par un autre contrat collectif obligatoire, hein, par contre, il faut qu'effectivement ce soit un contrat collectif obligatoire, peuvent effectivement se dispenser de la complémentaire santé chez vous, à condition, enfin, pardon, sans que la couverture des ayants droit soit obligatoire. Donc en fait, il est couvert. Alors je dis parce que dans l'affaire, c'était un homme qui était couvert par son épouse qui appartenait à une autre entreprise. Donc le salarié peut parfaitement se dispenser de la complémentaire santé obligatoire chez vous, au prétexte qu'il est ayant droit d'un autre contrat collectif obligatoire, mais pas nécessairement famille. Voilà, voilà. Et puis maintenant, les apprentis, il faut le rentrer dans le bulletin officiel de la Sécu. Il n'y a pas que les apprentis, il y a les stagiaires aussi. Voilà, c'est juste pour dire que, en fait, surveiller de temps en temps dans le bulletin officiel de la Sécu. Au début, il y avait 3-4 pavés. Il y avait assujettissement, protection sociale, et maintenant on a plein de pavés. On a mesures exceptionnelles, voilà, protection sociale. Et donc, on a deux nouveaux pavés, deux nouveaux blocs qui concernent les contrats d'apprentissage avec le champ d'application de l'exonération, etc., etc. Comment on calcule les réductions FION en cas d'apprenti, c'est pas simple. Voilà, et une rubrique sur les stagiaires aussi. Voilà, le bulletin officiel s'enrichit d'informations. Raccourci sur votre ordinateur, hein, le bulletin officiel, très important en paye. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont habitués, vous savez qu'on finit par un caout. C'est la tradition. On a des traditions dans la Web Actu. Ah, ça devrait marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez écrit Externa Web Actu? Oui, absolument, oui. Bon, voilà. Ah Ben, bah ça ça y y est, est. ça démarre, c'est bon. Ouais, ça démarre. Allez, pardon. Hein. Un salarié malade, maladie simple, hein, pendant un mois va acquérir, alors, vous tapez sur la couleur qui convient. Aucun jour de congé, il ne manquerait plus que ça. 2 demi-jours ouvrables de congé ou 2 jours ouvrables de congé. Donc voilà, il est malade, pendant un mois, il a quelle fois? Oh, ça va vite. Oui, alors non, c'est pas 2,5, c'est la maladie simple. Alors aucun jour de congé, je sais que c'était comme ça avant, hein, mais depuis le 24 avril 2024, et même sur demande du salarié pour les périodes antérieures, ben, ça sera effectivement 2 jours. Bravo, bravo, 2 jours ouvrables de congé. Hop, je montre pas les scores. Hein. Donc, en cas d'arrêt de travail pour maladie simple, toujours, toute une année, toute la période d'acquisition, il va acquérir quoi le salarié? 2 jours et demi ouvrables par mois dans la limite de 4 semaines, 2 jours ouvrables dans la limite de 4 semaines, 2 jours et demi dans la limite de 5 semaines, ou 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 5 semaines. Voilà, on n'y comprend plus rien, mais je vois que quand même vous répondez bien. Oui, bravo. Alors là, chapeau, hein. C'est ça, c'est 2 jours par mois. Et comme il est malade un an, c'est 2 fois 12, c'est 24. C'est justement ça qui nous a amené à être cas de jour pour être conforme au droit européen, au minima. Au minima, pourquoi faire plus? Voilà. Bravo, Laura. Vrai ou faux? Alors, en matière de congés payés acquis pendant la maladie, la convention collective, au pire, c'est toujours mieux. C'est vrai ou c'est faux? On a pris pourtant une convention collective pas trop mal. Le salarié peut acquérir des congés, mais souvent ça s'arrête. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite, souvent il y a un rapport avec le maintien du droit au salaire. C'est-à-dire que tant que l'employeur maintient le salaire, le salarié acquiert des congés. C'est pas une réalité, c'est pas une vérité vraie. Hein. C'est simplement que souvent il y a un rapport dans la convention collective entre tant que je maintiens le salaire, il a des congés, et au-delà du maintien de salaire, quand il passe en prévoyance, par exemple, il a plus de congés. Mais c'est pas du tout comme ça dans la loi. Dans la loi, c'est open bar. Il a 2 jours en cas de maladie simple, 2,5 en cas d'AT,
quelle que soit la durée de l'arrêt et quelle que soit son ancienneté. Bravo, bravo, bravo. Un salarié en arrêt de travail pour rater pendant 18 mois, il va acquérir quoi pendant ces 18 mois? Pas de jours de congé. 18 mois fois 2 jours de congé. 18 mois fois 2 jours et demi. Ou 12 mois seulement, maximum, fois 2 jours et demi. Piège là, et effectivement, bravo, bravo à vous. Le piège ici, c'était de se dire c'est 2 jours parce que c'est un arrêt. Oui, mais c'est un arrêt pour rater. Donc effectivement, bravo, c'est 2 jours et demi. Et toute la durée de l'arrêt, il n'y a plus pour de limitation à 12 mois. Ça, c'était vrai avant. Et d'ailleurs, juste une remarque, j'en profite. La rétroactivité de la loi ne porte pas sur les reprises de congés pour les périodes où le salarié avait été en AT. C'est très contestable aussi d'ailleurs, hein. On a peur d'un contentieux à ce sujet. La loi n'a pas prévu de rétroactivité sur les périodes qui se sont écoulées entre 2009 et 2024. Le salarié a été en AT, il a eu 2 jours et demi pendant 12 mois. Il n'est pas prévu de façon rétroactive qu'on lui donne des jours de congé pour des arrêts maladie, pour des arrêts pour AT supérieurs à 1 an. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, c'est tout le temps, hein, et c'est 2 jours et demi, à la différence de la maladie où c'est 2 jours. Bravo. Le salarié n'a pas pu prendre ses congés. Il est malade 4 mois en fait de période de prise. Ses congés seront reportés à partir de quand? Enfin, pendant combien de temps? Pendant 9 mois, à compter de son retour? Pendant 12 mois? Il est perdu. Ou bien pendant 15 mois, à compter de son retour et information de l'employeur. C'est facile. Ouais, bravo! C'est 15 mois à compter de son retour et surtout à compter de la date d'information par l'employeur qui doit être faite dans le mois qui suit sa reprise. Oui, donc vous n'avez pas le droit de prendre des congés en fait, hein. Vous êtes là et vous attendez que le salarié revienne pour lui écrire. Voilà, c'est comme ça. Ça vous apprendra. Donc, ensuite, salarié malade du 1er février 24 au 30 septembre 24. Le report de ses congés démarre quand? Quand son employeur l'informe. Donc à son retour, quand son employeur l'informe, ça a déjà démarré le 1er juillet ou de son retour, sans information, automatique, bon, 1er octobre. C'est un peu plus dur. Bien, bravo. Alors oui, c'est normal que vous soyez trompés pour ceux qui ont déjà démarré, parce qu'en fait, on a tellement parlé du salarié qui a été malade 1 an, toute la période d'acquisition, que du coup, on croit qu'au 31 mai, le report démarre. Non, le report démarre pour un salarié qui a été malade moins d'1 an sur la période d'acquisition, donc là, il n'a pas été malade 1 an, hein, le report démarre quand il réapparaît, quand son employeur lui dit, maintenant, tu as 15 mois pour les prendre. Autre cas, il est malade du 1er février 23, il ne reviendra que le 30 septembre 24. Et là, c'est facile. Le report de ses services démarre quand à son retour. Ça a déjà démarré. Ou quand son employeur va l'informer. Bien, c'est là le cas où le salarié a un report qui démarre sans qu'il soit au courant. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de le lui dire, hein. Enfin, ne le lui dites pas, hein. Le report démarre automatiquement au 1er juin parce qu'il a été en arrêt toute la période. Dans mon exemple ici, 1er juin 23, 31 mai 24. Dès le 1er juin 24, 15 mois s'écoulent. Alors bien sûr, là, il va revenir le 1er octobre. Donc, les 15 mois vont être interrompus. On parle de suspension de période de report. Vous lui faites un courrier et vous lui dites sur les 15 mois que tu aurais dû avoir, tu en as déjà bouffé un peu. Ah, mais je savais pas. Oui, mais c'est comme ça. Et il t'en reste tant. Je ne vais pas faire les calculs maintenant, hein. Voilà, voilà. Alors, un salarié présent à l'effectif peut demander un rappel de congé depuis avril 2024 pendant combien de temps s'il est encore chez vous? 2 ans? 1 an? Ou... non, attendez, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper dans le nombre, là. C'est parce qu'il n'y a qu'une bonne réponse. Pardon. C'est n'importe quoi. C'est 2 ans, donc jusqu'à avril 26, ou 1 an. N'importe quoi. Là, on s'en fout. La bonne réponse est écrite, hein. Ouais, bravo. Mais c'est... Je sais pas ce que j'ai fait. 1 an, 27, non, ça fait 3 ans. Donc c'est 2 ans
jusqu'à 26, 3 ans jusqu'à 27 ou 1 an jusqu'à 20. Non, c'est bien 2 ans jusqu'en avril 26. C'est là où j'ai fait une erreur, pardon. J'aurais dû marquer 3 ans jusqu'en avril 2027. Non, non, il n'a pas 3 ans, lui. Lui, il n'a que 2 ans. Lui, il n'a que 2 ans. C'est le délai de forclusion. Celui qui a 3 ans, c'est celui qui est parti. 3 ans à partir de son départ. Alors, rien à voir. Un salarié peut renoncer à votre mutuelle à condition d'être couvert par un contrat collectif obligatoirement en famille. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et alors, jusqu'à maintenant, c'était faux, mais que pour la Cour de cassation. On pouvait être couvert, on pouvait renoncer à une complémentaire santé à condition d'être ayant droit d'un contrat collectif obligatoire. Et aujourd'hui, le bulletin officiel de la Sécu nous dit, ben, nous, on est raccord avec la Cour de cassation, c'est OK. Ton salarié il est couvert par un contrat collectif obligatoire, mais il est ayant droit, mais la famille n'est pas obligatoirement couverte, et pourtant, lui, il l'est. On l'a désigné comme ayant droit facultatif, hein, eh bien, c'est bon, ça roule. Voilà. Il y a un alignement des planètes, comme je pouvais le dire dans un certain podcast il y a longtemps, quand on avait abordé cette question. Voilà, voilà. Et enfin, la dernière, hein, pour la Cour de cassation, le CSE peut réserver les activités sociales et culturelles aux salariés qui ont au moins, alors combien d'ancienneté pour la Cour? 1 an, 6 mois, ou on ne peut pas conditionner à une condition d'ancienneté, on ne peut pas dire qu'il faut prendre d'ancienneté pour la Cour de cassation. La Cour de cassation nous a dit que Nenni s'est aligné à la position du ministère du Travail. Non, 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 non. Dès lors qu'un salarié rentre dans l'entreprise, il a accès aux activités sociales et culturelles, il peut en bénéficier sans condition d'ancienneté. On attend un alignement de l'URSSAF sur la question, hein. Pour l'instant, l'URSSAF nous dit 6 mois possible, tout ça. Bon, alors du coup, on est soit conforme à l'URSSAF, soit conforme à la Cour de cassation. Bon, alors on prend un petit risque quand même en mettant une condition d'ancienneté. La solution, c'est de revoir son règlement intérieur et de toute façon, c'est pas une obligation hein, d'avoir 6 mois d'ancienneté pour l'URSSAF, c'est une possibilité. Donc, si vous ne prévoyez pas d'ancienneté, vous êtes OK hein, vis-à-vis de tout le monde. Voilà. Voilà, voilà, en fait, le fait mot de l'histoire. Alors, nos champions de Alors, si c'est Mathieu Chédid, je me viens. Hein, et ben, bravo. Et le crâne ou la crâne gagnante, Julie Vendôme. On va me dire que c'est ma Julie. Et on a Laura et Elodie qui ont l'humilité. Bravo. Merci pour ce que tu as fait. Hop, bravo. Alors si c'est Julie, ben Julie, je vous félicite encore plus parce que je vous connais. Bravo à tous et merci surtout. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ce beau parcours, pour cette flamme que tu nous dispenses à chaque de tes web actus. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Merci, merci beaucoup et puis à bientôt donc pour la prochaine web actu. À bientôt, à bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Et c'est vrai que je l'ai écrit pour votre fidélité parce qu'on retrouve souvent les mêmes. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir, à bientôt. Au revoir, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.